Djembereng, c'est en Casamance, RFM 18h, le journal, voici les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester en compagnie de Radio Futur Média. Il est 7h, voici le journal. Au sommaire, encore de la drogue saisie au port autonome de Dakar. C'est la douane qui a ainsi procédé à cette prise de 4 kg de cocaïne. Le Bureau des relations publiques et de la communication de la douane qui en fait l'annonce précise que 3 individus ont été arrêtés en même temps. Série de tueries en Espagne, un Sénégalais de 35 ans parmi les auteurs. Notre compatriote qui s'est rendu de lui-même à la police a avoué sa participation aux attaques. À Bambey, la sécurité des biens et des personnes reste une préoccupation des populations. La question a fait l'objet d'un comité local de développement autour du préfet. Autorités administratives, représentants des populations et forces de défense ont discuté en vue du renforcement de la sécurité. Changement d'horaire pour la compagnie nationale Air Sénégal. Ces changements concernent notamment les dessertes Dakar-Paris, Paris-Dakar. L'objectif, selon le directeur général d'Air Sénégal, est de faire de l'aéroport international de Diass un hub aérien. À suivre dans ce journal, la page des sports avec Papa Balla Gueye et l'invité en fin d'édition, Seydou Gueye. Le ministre conseiller en communication de la présidence de la République s'entretient avec Fama Dione. Au menu possible grâce pour Khalifa Sall, dialogue politique entre autres. Ce journal vous est présenté par Pabes Diba en compagnie de Aliouba à la partie technique. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, la communauté catholique qui fête l'Assomption ce 15 août. Cet événement commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie sur terre. L'Assomption est ainsi la suite de sa participation à la vie de Jésus. Des messes et veillées vont ponctuer la célébration en cette journée. Nous souhaitons une bonne fête à tous les catholiques du monde entier. Et puis, nous reparlons de cette saisie de drogue au port autonome de Dakar. La douane a mis la main sur 4 kg de cocaïne et appréhendé 3 individus. Information livrée par le Bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Les détails avec Ndate Diop. La drogue et le port autonome de Dakar, le compagnonnage se poursuit. 4 kg de cocaïne ont été encore saisis hier au Môle 1 par la douane. Le produit prohibé était conditionné en 4 plaquettes d'1 kilogramme chacune. L'opération menée sur place par les éléments de la douane en compagnie de ceux de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a permis de mettre la main sur 3 personnes. Pour le moment, renseigne le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. Les investigations et les enquêtes se poursuivent avec les structures compétentes en la matière. Pour rappel, au mois de juin dernier, la douane sénégalaise avait frappé fort avec des saisies records de cocaïne au port autonome de Dakar, avec plus de 1000 kg de cocaïne saisie, 238 kg d'abord le 26 juin, puis 798 kg en moins d'une semaine, avec un même modus operandi, des paquets soigneusement dissimulés dans des véhicules. Depuis lors, la douane mène un travail de contrôle, de vérification et d'investigation pour éventrer ce qui se signale comme un vaste réseau de trafic international de drogue. Ndate Diop, un Sénégalais de 35 ans cité parmi les auteurs de la série de tueries en Espagne. Le compatriote en question, selon la police, a avoué sa participation aux attaques meurtrières après s'être rendu de lui-même. Omar Mbow. Les choses semblent être claires sur la série de violences à Barcelone. Un Sénégalais de 35 ans avoue être l'auteur d'une attaque au commissariat de Mosso dans le district de Saint-Marty. Selon des sources, la police essaie de vérifier si ce qu'il dit est vrai avant de procéder à la détention. En 40 jours, 7 personnes ont été tuées à Barcelone, 4 dans des échanges de tirs et 2 par strangulation. Le maire de la ville, Ade Colau, a promis plus de sécurité dans la ville. Lundi, un jeune homme a été poignardé à Pau de la Figuera. Le mardi, une bagarre à coups de couteau sur la place de Pau Vita. Une personne est touchée mais pas de risque grave. Les données sur la criminalité à Barcelone sont inquiétantes. Dans l'ensemble, ils ont recensé une croissance de 9% de crimes depuis le début de l'année.
La sécurité à Bambey au menu d'un comité de développement hier. Les forces de défense et de sécurité et les populations ont échangé autour de la question avec la facilitation du préfet du département à Bambey en dépit de la présence de l'université et de l'ouverture de l'autoroute Ila Touba. La sécurité n'en est pas mieux renforcée, Babacar Diouf. 2 axes ont été définis pour réussir cet objectif. D'abord, le renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans toute l'étendue du département de Bambey. Un département qui a grandi du fait de l'installation de l'université Alioune Diop et le tracé de l'autoroute Ila Touba. Le préfet de Bambey, Mor Talla Tine. Nous ne faisons que porter la préoccupation des populations auprès des autorités compétentes pour un renforcement en moyens logistiques, mais également en moyens humains des services chargés de la sécurité. Alors, vous l'avez dit, Bambey, avec l'érection de l'autoroute Ila Touba, mais surtout avec la réalisation de la route de connexion, est devenue donc une zone carrefour. L'existence de l'université de Bambey également constitue un défi au plan sécuritaire parce que c'est un établissement humain qui regroupe plus de 6000 âmes. Donc il est important que les dispositions appropriées soient prises. Ensuite, le désencombrement des lieux de commerce et leur réorganisation dans l'espace. Nous estimons que pour que l'environnement soit sain, pour qu'on ait un cadre de vie alors adéquat, il faut impérativement qu'on procède au désencombrement de certaines voies publiques. Et dans ce cadre, nous avons identifié des goulots d'étranglement, notamment les marchés. Et quand je parle de marché, il ne s'agit pas tout simplement du marché central de Bambey, mais il y a également les marchés hebdomadaires qu'il va falloir réorganiser. À travers un comité départemental qui a réuni agents de sécurité, maires de communes, délégués de quartier, leaders communautaires, le préfet a invité les citoyens à faire de la sécurité leur propre affaire. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, nous restons avec le préfet de Bambey, Mor Talla Tine, qui a été interpellé sur le litige foncier opposant la commune de Bambey à 4 communes rurales limitrophes. Cela après qu'il a légalisé le lotissement initié par la commune urbaine. L'autorité administrative au micro de Babacar Diouf laisse entendre qu'un dialogue dans le cadre de l'intercommunalité pourrait régler le problème. Nous écoutons Mor Talla Tine. Alors, pour le litige foncier, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, à la suite d'une procédure menée conformément donc, à la règle de droit, la commune de Bambey a obtenu en avril 2019 des autorisations de lotir. Donc, dans le cadre de l'application de ces autorisations, des communes limitrophes, en tout cas, ont estimé en tout cas, que le lotissement a empiété sur leur territoire. Alors, je les ai reçus à 2 reprises pour échanger avec eux alors, sur la question, en rappelant surtout ce que confère le droit à chacune des parties. Alors, la commune a pris les dispositions pour appliquer ces lotissements. Donc, c'est une affaire que nous suivons. Bien entendu, les communes plaignantes peuvent également utiliser les voies de droit qui s'offrent à elles pour obtenir, s'il le faut, gain de cause. Ce que nous demandons simplement aux parties prenantes, c'est d'éviter en tout cas toute escalade préjudiciable à la paix sociale. Et si cela venait à être le cas également, en tant qu'autorité administrative, nous prendrons les dispositions appropriées pour éviter que l'ordre public ne soit troublé. Récupération des terres des mains de propriétaires illégaux à Guédiawaye sur le littoral. Le forum civil applaudit mais sollicite un audit complète du foncier de la bande verte. Il a dit lors de la visite du ministre de l'Environnement Abdou Karim Salif Sow. Pour faire en sorte que ceux-là qui viennent s'installer de manière irrégulière soient délogés. Le ministre de l'Environnement se veut clair. C'est zéro tolérance pour les hors-la-loi qui occupent le domaine national. Abdou Karim Sall. Et si c'est nécessaire, nous allons aller dans ce sens-là. Je pense que ce que je viens de dire tout à l'heure, il faudrait quand même qu'on ait le soutien des populations. L'agression de la bande verte inquiète. En 70 ans, plus de 1000 hectares de cette partie du domaine national ont disparu au profit des promoteurs immobiliers, regrette l'autorité compétente. Pour le département de Guédiawaye, on était à 947 hectares. Je pense qu'il reste aujourd'hui 111,79 hectares. Pour le département de Pikine, nous étions à 681. Il y a eu 107 hectares de déclassement. Et pour le département de Rufisque, sur 1500 hectares, il y a naturellement aussi des occupations irrégulières.
Pour sauver Dakar de l'avancée de la mer, le ministre de l'Environnement et du Développement durable avance 2 fortes mesures, reboisement et surveillance du littoral. Dans les jours à venir, comme nous avons fait avec Technopole, nous allons ériger une brigade qui va renforcer la surveillance dans toute cette bande, notamment allant de Guédiawaye jusque dans le département de Rufisque. C'est notamment d'accentuer le reboisement. Abdou Karim Sall a été sur une partie du littoral de Rufisque, Pikine et Guédiawaye. Dakar est en danger, a constaté le ministre de l'Environnement. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Face à ce qu'elles appellent des conséquences négatives sur leur santé, l'environnement attribué à une usine de production de farine de poisson, des populations de Keur Barkou dans le Gandiolé étaient dans les rues. À leurs yeux, la présence de l'usine est synonyme de leurs difficultés comme la baisse des activités de la pêche. Les détails avec Mohamed Nabissila. Les désagréments olfactifs, sanitaires et environnementaux sont dénoncés par les populations de Keur Barka, Gumbel, Djelmbam, entre autres villages situés dans le Gandiolé, qui ont dénoncé les rejets soupçonnés de toxiques par CA Production. Les enfants ne se baignent plus dans ce fleuve parce que les parents ont peur, parce que cette usine a fait des dégâts ici. Nous demandons tout simplement que cette usine ferme ses portes. Et nous sommes décidés, nous sommes pour que cette usine ferme ses portes. L'usine de farine de poisson CA Production est tenue pour responsable des désagréments, selon Mohamedou Ba, responsable du collectif. Nous ne sommes pas protégés, nous sommes malades, nous souffrons tous les jours. Maintenant, ce que nous disons, Monsieur le Président, protégez-nous, nous sommes des citoyens à part entière. On ne peut pas continuer à vivre cette situation. C'est trop. À la suite des femmes et des enfants qui ont arboré les brassards rouges, Babacar Fall explique que la situation est intenable, raison pour laquelle ils appellent l'État à prendre toutes leurs responsabilités. Il nous a parlé de produits, de chercher des filtres. Il nous a parlé d'augmenter la hauteur des cheminées. Mais rien n'est fait, de deux, ça ne peut pas régler notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'usine ferme. On a usé de toutes les voies légales. Maintenant, nous sommes des citoyens disciplinés, conformes aux lois et aux règlements de notre pays. Et avant que l'irréparable ne se produise, on veut vraiment que les autorités prennent les responsabilités. Que l'usine-là soit fermée. Sinon, nous, population, on va la fermer. Informés, les Chinois responsables de CA Production sont venus à la marche encadrée par la gendarmerie. Une provocation selon les habitants qui ne se suffisent pas des mesures prises par les responsables de l'usine. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Santé, nous allons dans le bateau, ce navire Hôpital Africa Merci, plus connu sous le nom du bateau de l'espoir. Ce navire affrété par l'ONG américaine Mercy Ships a été réceptionné hier par le ministre de la Santé et de l'Action sociale en présence de la première dame Marième Faye Sall. Africa Merci va offrir durant 10 mois des soins à des patients. Visite guidée avec Fama John. À l'intérieur du bateau, l'on se croirait à l'hôpital. Il y a 5 blocs opératoires, une salle de réveil de soins intensifs, il y a des salles d'hospitalisation, un scanner, un service radiographie et des laboratoires. L'Africa Merci va soulager des Sénégalais qui sont dans le besoin, selon Donovan Palmers, directeur général de Mercy Ships. Nous sommes très ravis de séjourner au Sénégal, pays de la Teranga. Les Sénégalais doivent en profiter. Nous allons les accueillir à bras ouverts et nous les aiderons à recouvrer la santé. De la cataracte à l'ablation des tumeurs en passant par la chirurgie générale, orthopédique, plastique et la fistule obstétricale, tous seront pris en charge gratuitement à bord du bateau. Abdoulaye Diouf Sarr est le ministre de la Santé et de l'Action sociale. La santé est un point très important, raison pour laquelle le président de la République a voulu que le bateau accoste à Dakar. Ce bateau rendra la dignité à certaines personnes puisqu'un important dispositif est en place pour accueillir les malades. Jusqu'à juin 2020, l'Africa Merci séjournera au Sénégal. Les médecins à bord seront épaulés par des Sénégalais, certains de manière bénévole, d'autres seront rémunérés.
Et puis, la compagnie Air Sénégal a dévoilé son nouveau plan de développement hier. À partir du 27 octobre prochain, des changements seront notés dans les horaires des vols. L'objectif, faire de l'aéroport international de Diass un hub aérien. Ibrahim Khan est le directeur général de Air Sénégal International. Là maintenant nous allons parler avenir. L'avenir c'est Air Sénégal qui a pour mission de faire de l'aéroport AIBD un hub international qui va relier les pays de la sous-région avec l'intercontinental. Donc la première annonce, c'est le fait qu'à partir du 27 octobre de cette année, nous allons changer l'horaire du vol de Paris qui va passer d'un vol de jour aujourd'hui à demain un vol de nuit qui va quitter Dakar à 0h35, arriver sur Paris à 7h du matin, quitter Paris à 9h et arriver sur Dakar à 13h30. Ce qui permet aux passagers en provenance de Paris de continuer sur Ziguinchor, sur Bamako, sur Ouagadougou, sur Abidjan, sur Bissau, sur Nouakchott, sur Conakry, etc. Et ce même avion va revenir avec les passagers sur Dakar, leur permettant soit d'atterrir à Dakar et d'y rester si telle est leur destination finale, ou de continuer sur les destinations intercontinentales avant minuit, c'est-à-dire l'heure de départ du vol intercontinental. C'est plus une application, une mise en œuvre de la mission d'Air Sénégal. Air Sénégal a essentiellement deux missions. La première mission, c'est de faire de Dakar un hub aérien. Je rappelle que Air Sénégal n'est qu'une des composantes du projet Dakar Hub aérien du plan Sénégal émergent. Ça fait partie des 27 projets phares du plan Sénégal émergent. Ibrahim Khan, directeur général de Air Sénégal, que vous avez pu suivre largement hier. Il était l'invité d'RFM Soir. Il s'entretenait avec Amadou Sabah Ba. Et puis sur l'international, l'ancien Premier ministre de Guinée-Bissau, Carlos Gomes Jr., chassé du pouvoir en 2012, promet de lutter pour la consolidation de la paix et de la justice sociale une fois élu à la présidence de la République, ce qui va, selon lui, permettre au gouvernement de mener à bien son programme et de renforcer la dynamique de croissance du pays. La correspondance à Bissau de Noa Mankali. La promesse de l'ancien Premier ministre Carlos Gomes Jr. a été enregistrée lors du lancement officiel de sa candidature comme candidat indépendant aux prochaines élections présidentielles du 24 novembre dans le village de Gardet, secteur de Pravis, situé à quelques kilomètres de la capitale Bissau. La cérémonie qui a rassemblé des centaines de partisans de la candidature indépendante de Carlos Gomes Jr. avait pour slogan l'unité pour la stabilité et a réuni un certain nombre de personnalités dont l'ancien président de la transition Raymond Prera et le conseiller actuel du président José Mario Vaz pour les questions de communication et porte-parole de la présidence de la République Fernando Mendonça, entre autres. Carlos Gomes Jr. a promis de mener un combat qui priorise la consolidation de la paix sociale, la justice et d'encourager le pardon entre les Bissau-Guinéens dans le but de démontrer au monde que la Guinée-Bissau veut et peut s'aligner sur les défis historiques et faire face à l'avenir avec la seule ambition de s'affirmer en tant que nation de bien et du progrès. Gomes Jr. a déclaré dans sa communication que le pays a connu des épisodes d'instabilité institutionnelle et de méfiance parmi ses dirigeants qui, selon son explication, ont fini par diviser la société bissau-guinéenne. Gomes Jr. a estimé que les élections présidentielles de novembre sont très importantes pour la Guinée-Bissau qui aspire tellement au développement. On rappelle que Carlos Gomes Jr. avait remporté le premier tour des élections présidentielles en 2012, dont le second tour a été interrompu par un coup d'état militaire dirigé par l'ex-chef d'état-major général des armées, lieutenant-général Anthony Ndiaye. Nouamankeli Bissau, RFM. Et puis, plus d'1 million de cas de paludisme entre juin et août 2019 en Ouganda. L'annonce du ministre ougandais de la Santé, c'est 40% de plus que l'année dernière à la même époque. Les régions du Nord sont particulièrement touchées. Le paludisme a tué 1600 personnes depuis le début de l'année en Ouganda. C'est 200 décès de plus qu'en 2018. RFM Sport. La page des sports avec Papa Balagay. Bonjour Papa. Bonjour, nous démarrons la page des sports avec les résultats des huitièmes de finale hier après-midi
L'Angola qui a gagné devant le Kenya 64-51. Le Cap-Vert qui perd devant la RDC 78-46. Cameroun-Égypte 63-68. Côte d'Ivoire-Tunisie 74-50. À la suite des résultats, nous connaissons les affiches des quarts de finale. À 11h30 ce matin, Nigeria croise la RDC. À 14h, Mozambique-Égypte. 16h30, Mali-Côte d'Ivoire. À 19h, le Sénégal croise l'Angola. L'Angola d'ailleurs qui s'attend à un match difficile selon le coach Apollinario Paquete. Il estime que le Sénégal va bénéficier du soutien de ses supporters. Nous l'écoutons au micro de Sodetiam. La prestation, c'est bon. L'important, c'est la qualification. Nous reconnaissons que c'est très difficile pour nous de jouer les matchs. Le Sénégal, c'est le candidat. Les démarches pour le Sénégal, c'est très difficile. Le Sénégal jouait dans sa maison, devant son public. Non? Il avait tous les favoris pour la situation du Sénégal. Nous, demain, viennent ici pour les matchs, pour contrarier toutes les situations qui favorisent l'équipe du Sénégal. Nous connaissons bien l'équipe du Sénégal. Nous a scouting pour l'équipe du Sénégal. Nous reconnaissons tous les points forts du Sénégal. Nous allons contrarier sa situation. Je pense qu'à demain, c'est un bon match. Merci à Sodetiam. Nous restons toujours dans la discipline pour parler de Soraya Degedi qui a marqué les esprits hier. Meilleure marqueuse des huitièmes de finale, elle a marqué 23 points. Elle rêve d'ailleurs de devenir MVP pour cette compétition. Nous l'écoutons au micro de Sodetiam. Le premier quart-temps, elles ont été menées. Le deuxième quart-temps aussi, elles ont été menées. Et puis tout d'un coup, le coach leur a dit, écoutez, cette équipe-là, elle chute beaucoup. Et puis il faudra courir. Et le secret, ça a été ça. Elles ont couru et voilà, ça leur a permis de gagner. Les 23 points, c'est une fierté pour elles de marquer 23 points. Elle a déjà marqué combien de points face au Sénégal? Elle marque aujourd'hui 23 points. C'est extraordinaire pour elle. Voilà. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci et elle va continuer à travailler par rapport à ça. Mozambique pour les quarts de finale. Mozambique pour le quart de finale, ça va se jouer. Elles vont jouer comme ils ont joué aujourd'hui, c'est-à-dire courir et essayer de prendre le taureau par les cornes et surtout gagner. Et elle lui a posé la question, est-ce que vous pensez que vous serez MVP de cette compétition? Elle dit, elle a déjà été MVP quand elle était très jeune. Effectivement, elle a été MVP quand elle était très jeune au niveau des compétitions des jeunes. Mais ici, ce serait un rêve pour elle que d'être MVP. So my hope and my dream is to be the MVP in the first team. Nous parlons d'une autre discipline, le Mondialito qui se déroule au Portugal. Le Sénégal qui a réussi sa deuxième sortie devant l'Espagne. Score final sur le fil 3-2. Le Sénégal joue cet après-midi son troisième match contre le Japon. Nous écoutons à ce propos le capitaine des Lions du beach soccer, Alseni Ndiaye. Il est joint par Youssouf Bodian. On remercie le Bordeaux pour cette belle victoire. On savait qu'on s'attendait à un match très difficile parce que, comme je l'avais dit tantôt, l'Espagne fait partie des meilleures équipes de beach soccer du monde. Mais aussi, comme on l'avait dit aussi, on s'attendait à un match très difficile. Mais aussi, on avait vu notre Sénégal, comme je l'avais dit tantôt. Donc, alhamdulillah. Donc on va se concentrer encore pour essayer de gagner le match de demain contre le Japon. On a joué un match aujourd'hui très difficile et très tactique. Mais comme on le dit, aujourd'hui on était venu avec la rage de vaincre, avec beaucoup d'engagement et de détermination, et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Nous terminons la page des sports par la finale de la Supercoupe d'Europe. Liverpool qui remporte la finale par tir au but 5-4 devant Chelsea. Score final à la fin du temps réglementaire, 2 buts partout. Mené au score à la 36e minute sur un but de Olivier Giroud, Liverpool a réussi à égaliser à la 48e minute avant d'aggraver le score à la 96e avec un doublé de Sadio Mané. Et c'est à la 101e minute sur penalty que Jorginho a égalisé pour Chelsea. Liverpool remporte donc la 4e Supercoupe d'Europe de son histoire avec cette finale. Merci, c'est tout pour la page des sports. RFM, l'invité.
L'invité, il s'agit de Seydou Gueye, le ministre conseiller en communication de la présidence de la République qui s'exprime sur une possible grâce accordée à Khalifa Sall, le Cleaning Day ou le dialogue politique. Seydou Gueye qui s'entretient ici avec Fama John. Nous sommes avec Seydou Gueye, ministre conseiller, porte-parole de l'APR. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Monsieur le ministre, selon une information de la RFM, le président de la République est prêt à gracier Khalifa Sall, mais il y aurait une condition, il faudra que l'ex-maire écrive une demande au chef de l'État. Quel commentaire en faites-vous? Je pense que c'est un débat qui est agité et puis je pense qu'il est important de replacer le droit de grâce dans son contexte. C'est un droit constitutionnel qui est reconnu au chef de l'État et qui n'est assujetti à aucune condition. Et puis ça m'étonnerait que le président de la République, tel que nous le connaissons, puisse poser des conditions à l'exercice d'un droit qui est un droit discrétionnaire. Je pense que ceux qui agitent ce débat ne rendent pas service à M. Khalifa Sall et c'est pratiquement pas utile de mettre une pression. Le droit de grâce est un droit discrétionnaire et pour ce que j'en sais, je ne suis pas sûr que le président de la République en ait déjà parlé avec quelqu'un puisque c'est une compétence régalienne discrétionnaire. Donc vous infirmez cette information de la RFM? Non, moi je replace les éléments dans le contexte. C'est-à-dire que le droit de grâce, tel que je viens de le dire, est une prérogative discrétionnaire. Donc je serais très étonné que le président de la République entretienne avec des citoyens sénégalais, ses compatriotes, des relations de cette nature. Beaucoup de Sénégalais ont bénéficié de la grâce présidentielle sans avoir eu à écrire un courrier. Et ce ne serait pas une exception dans ce cas de figure-là. Monsieur le ministre, l'actualité, c'est également le vœu du chef de l'État d'instaurer le Cleaning Day en vue de la mise en œuvre effective du programme Zéro Déchet. Avez-vous les moyens de vos ambitions? Oui, tout à fait, puisque vous savez, le président de la République est un homme qui a de la suite dans les idées et qui donne suite à ses idées. Zéro déchet dans le cadre de la politique au cours de ce mandat, c'est une orientation forte. Ça fait partie des 3 programmes prioritaires, zéro déchet, zéro bidonville et les villes créatives. Puisqu'il sait très bien que l'émergence, c'est aussi bien l'industrialisation et le développement que l'urbanisation. Et Dakar est dans un état assez inacceptable pour un pays comme le Sénégal à la notoriété internationale. Engager l'ensemble du Sénégal autour de la propreté, de l'hygiène et de l'amélioration du cadre de vie, je pense que c'est une orientation, une option qui fait l'unanimité. Tous les Sénégalais sont d'accord. Maintenant, les moyens matériels, l'État les mettra à disposition. Ce qu'il faut réussir et organiser, c'est l'implication citoyenne et la mobilisation de tous les segments de notre corps social. Les jeunes, les femmes, les imams, tous les segments de notre société doivent être engagés dans ce grand programme qui est un programme de portée nationale et un programme prioritaire. Oui, l'État mettra en place les moyens et le président de la République, en voulant que les choses aillent aussi vite qu'il est possible, a mis en place déjà, du point de vue conceptuel, des distinctions qui pourront échoir aux villes qui auront fait le plus grand nombre, le plus d'efforts pour satisfaire à cet impératif qui est un impératif de salubrité publique et un impératif d'amélioration du cadre de vie de notre pays. Et justement, comment faire pour faire en sorte que les Sénégalais s'approprient ce projet en fait? C'est une demande que les Sénégalais ont longuement exprimée, puisque les complaintes font légion. Chaque fois, les Sénégalais trouvent à dire sur le cadre de vie, et ils ont raison. Maintenant, dès lors que la complainte a été prise en charge par un débouché institutionnel, politique, qui met en œuvre les moyens, c'est l'ensemble des Sénégalais qui, dans un élan collectif, doivent se mobiliser, qui dans son quartier, qui dans sa rue, pour que notre cadre de vie soit encore meilleur, où il est plus agréable de vivre, de se promener, et puis la propreté aussi, c'est l'hygiène, c'est une des conditions de la bonne santé. Alors, est-ce qu'on peut dire que Macky s'inspire de Paul Kagame? Je pense que le droit à un cadre de vie sain est un droit imprescriptible, c'est un droit fondamental. Qu'il y ait des expériences réussies, oui, c'est bon de tourner l'œil vers ces expériences, mais c'est d'abord une obligation morale pour tout être humain de se donner les moyens d'assainir son cadre de vie, de le rendre beaucoup plus propre du point de vue de la prophylaxie par rapport à la santé, par rapport à la convivialité de nos espaces. Et au-delà même de la propreté, le président veut
un autre design dans nos villes, un autre type de mobilier urbain pour que Dakar, les autres villes du Sénégal et le pays tout entier mais correspondent à la représentation qu'on doit se faire d'un pays émergent. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'urbanisation, c'est l'industrialisation, mais c'est également des infrastructures, c'est le cadre de vie, c'est vraiment une croissance partagée, une prospérité économique. Des questions sociales sont revenues dans les différents sermons des imams lors de l'Aïd el-Kabir, notamment la question sécuritaire avec le meurtre du commandant Tamsir Sané de la brigade de Koumpentoum. Quel commentaire en faites-vous? Mais d'abord, nous incliner devant la mémoire de nos disparus. Le dernier en date, c'est le commandant de brigade de Koumpentoum. Oui, en matière de sécurité, l'État du Sénégal a fait des progrès très importants et ces progrès sont fortement appréciables du point de vue de l'équipement des hommes, mais du point de vue également de l'armement moral des hommes qui sont chargés de notre sécurité. C'est un devoir régalien de l'État et l'État du Sénégal a toujours assuré avec les moyens, les conditions pour que cette sécurité-là soit garantie à l'ensemble des citoyens. Les imams, ils sont dans leur rôle et il faut les féliciter d'avoir justement cette préoccupation de ce qui fait sens pour nous, puisque la sécurité est aussi une des demandes sociales, des demandes collectives qui revient à l'État d'assurer. Ils sont dans leur rôle et je pense que le message qu'ils ont donné est un message qui est très bien compris, qui est accepté et qui est bienvenu. Donc il me revient de leur souhaiter longue vie pour que l'année prochaine également, qu'ils puissent également présider les différentes cérémonies de la Tabaski. Monsieur le ministre, une toute dernière question, la question du dialogue politique. Actuellement, où en êtes-vous? Ça avance. Je pense que du point de vue de l'agenda, il y a des éléments de consensus forts qui ont été consignés, notamment sur les modalités de l'élection des maires, sur le report des élections. Ça avance, puisque vous le savez, le dialogue, c'est un exercice difficile mais essentiel. Essentiel pour la démocratie, puisque quand on vient en dialogue, on est uniquement motivé par le consensus qui fait avancer le corps social tout entier. Et dans le cadre du politique, je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimiste et d'en attendre des résultats qui permettront à la démocratie sénégalaise de montrer encore une fois qu'elle est une expérience authentique. Et moi, je n'ai pas d'appréhension particulière. Autant sur les autres segments du dialogue, puisque le dialogue est un dialogue national, les questions sont mises sur la table, les discussions sont engagées. Et au total, je pense que le Sénégal sera distingué et remarqué par la qualité de son corps social et sa capacité à nouer le dialogue et à respecter cette fonction de la démocratie qui est la délibération collective. Et je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante et demander aux autres segments du corps social, que ce soit les segments politiques, socio-professionnels ou autres, de venir y prendre part, puisque chacun a sa place et son mot à dire sur le projet de modernité de notre société. Mais encore faudrait-il aller dans les espaces où l'on définit justement ces questions pour en parler et trouver des solutions. Monsieur le ministre, la RFM vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller en communication, porte-parole de l'APR. Merci à vous, Fama John, qui s'entretenait avec Seydou Gueye. Fin de ce journal à 7h passé de 33 minutes. Journal présenté par Pabès Diba en compagnie d'Aliouba à la partie technique.